Plus de 55 000. C'est le nombre de copies que vendait au Japon le tome 16 de Bloom en seulement 19 jours. Et c'est un chiffre qui devient impressionnant, surtout comparé aux 8600 unités que vendait le tome 1 sur la même période en 2022. Et donc, comment ce manga, né dans les tréfonds d'une plateforme numérique, a pu autant conquérir le monde et voir son adaptation animée être l'une des plus attendues de 2025, au point d'être diffusée par Netflix? Bonjour à toutes et à tous, ici Amano, et aujourd'hui, on parle de Bloom, la romance qui a conquis le Japon et qui s'apprête à déferler sur le monde. On va commencer par parler de Bloom en surface, avec ce qui va attirer votre attention en premier, le titre de l'œuvre. C'est un titre qui a énormément fait débat, pour une raison bien précise, sa traduction. En japonais, Bloom s'appelle Kaoru-hana wa Harin Tosaku, un titre que l'édition anglaise essaye de fidèlement traduire par The fragrant flower blooms with dignity. Traduction qui sera ensuite globalement reprise par la version turque. Güzel kokulu çiçekler zarafetle açar. Et la version espagnole brouillera un peu tout ça en ne gardant que l'aspect dignité et fleurs. La nobleza de las flores. Et donc là, on pourrait se dire que le titre du manga tourne autour de l'idée d'une floraison de fleurs par rapport au sentiment amoureux et à l'adolescence. Ce qui est vrai, mais ce que ces traductions oublient complètement, c'est un jeu sur les noms des deux protagonistes, parce qu'une partie de leurs prénoms se retrouve dans le titre japonais. C'est un jeu sur les noms qui est impossible de retranscrire dans les langues occidentales, pour des raisons évidentes de vocabulaire. Et c'est pour ça que la version allemande s'appelle simplement Kaoru und Rin. et se focalise donc bien plus sur le nom des protagonistes et non sur l'aspect fleurs et floraison. Et donc, après tout ça, arrive la version française qui s'appelle simplement un titre en un mot, qui préfère se centrer sur la thématique des fleurs plutôt que sur les protagonistes. Nobinobi s'était d'ailleurs exprimé sur ce choix en déclarant vouloir un titre poétique, assez court en un mot pour correspondre à d'autres mangas de leur catalogue, et qui garde l'idée du titre japonais, donc la métaphore des fleurs pour l'être qui naît de l'adolescence, et qui donc fleurit de celle-ci. À titre personnel, je comprends leurs raisons et j'aime bien leurs modifications, et c'est d'ailleurs pas la seule qu'ils vont faire, parce que les couvertures sont un peu plus chargées, avec l'ajout de motifs et de 2 dégradés en fond. Un autre ajout qu'à titre personnel j'aime beaucoup, parce que ça ajoute de la profondeur aux couvertures. La fidélité c'est bien, mais s'il y a moyen d'améliorer des trucs ici et là, tant mieux. D'après Nobinobi eux-mêmes, les couvertures ont été modifiées afin de justement les rendre moins épurées, car c'est des types de couvertures qui ont du mal à vraiment marcher commercialement en France. Pareil, mais le logo joue aussi un rôle fort. Surtout pour Bloom, où il est au centre des couvertures japonaises, et où ce rôle n'est pas utilisable dans les versions françaises. Et surtout, on en revient à cette idée d'enrichissement. Un fond développé, avec ses motifs et ses dégradés, ça rend la couverture plus dense, plus vivante. Ça lui donne une identité encore plus marquée, et je préfère largement la version française. Enfin, je pourrais continuer longtemps à parler de l'histoire éditoriale de Bloom, mais je sens déjà fort regard insistant qui me demande de parler du manga, donc... Ok, let's go. Bloom est donc une romance shonen, qui a pour protagoniste Kaoruko Waguri, et Rintaro Tsumugi, et on va donc les suivre alors qu'ils apprennent à faire connaissance et vont lentement se rapprocher. À première vue donc, Bloom a l'air d'être une romance sans grande originalité, alors que c'est techniquement faux, car un élément bien précis vient chambouler tout ça. Le cadre spatial de l'œuvre qui se centre autour de 2 éléments, à savoir le lycée Kikyo et le lycée Shidori, les lycées de Kaoruko et de Rintaro qui sont introduits comme 2 établissements ne pouvant pas se blairer et que tout oppose. Le lycée de Kaoruko, Kikyo, est un établissement privé pour filles de bonne famille ou ayant d'excellents résultats académiques. A l'inverse, le lycée de Rintaro, Shidori, a bien plus mauvaise réputation et est peuplé d'élèves décrits comme étant bons à rien, et l'ensemble des personnages connus de cet établissement seront des hommes. C'est un cadre qui est plus qu'intéressant, qui montre son potentiel dès le départ d'ailleurs, avec quelques interactions électriques entre les élèves des 2 établissements. Mais ça n'ira pas plus loin. Très vite, ce conflit va se mettre en retrait de l'intrigue et ne devenir qu'un élément d'arrière-plan qui va servir à lancer des arcs narratifs. Les nouveaux personnages de l'âge de Rintaro et de Kaoruko seront très souvent introduits par leur rapport à l'opposition entre Kikyo et Shidori, quand certaines situations auxquelles devront faire face Rintaro et Kaoruko seront introduites par une comparaison entre les 2 établissements. Par exemple, un discours sur l'orientation de la part des 2 professeurs connus des lycées, ou une comparaison sur leur voyage scolaire. Ça n'ira jamais vraiment plus loin, et même quand des élèves antipathiques vis-à-vis de l'autre établissements seront introduits, leur antipathie ne sera jamais un moteur scénaristique à long terme, mais plutôt quelque chose qui va servir à les caractériser à très court terme pour après développer les personnages par-dessus. On est au final non pas sur un élément de lore qui va vraiment rythmer l'intrigue, mais plutôt sur quelque chose qui va l'initier, la motiver et très vite se mettre en retrait. Maintenant que tout ça est dit,
redisez les quatrièmes de couverture des versions françaises et anglaises qui vous promettent une réinterprétation moderne de Roméo et Juliette. J'aime pas être méchant, hein, mais on dira juste que Roméo vs Juliette gère mieux cet aspect. Et bon, j'aime bien Roméo vs Juliette, mais quand tu fais un truc moins bien que lui, c'est que t'es vraiment pas digne d'être un Shakespeare. Et pourtant, j'arrive pas à vraiment considérer ça comme étant un défaut de Bloom. Et ce alors qu'à force, vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime bien râler quand un élément de lore est mal ou peu développé. Mais là justement, à aucun moment, l'opposition entre les deux lycées n'est introduite comme étant vraiment capitale à l'intrigue. L'œuvre est construite pour que ça soit accessoire. Il suffit de voir qu'au final, une énorme partie de l'intrigue de Bloom se déroule justement en dehors du cadre de Chidori et de Kikyo. Si c'était quelque chose de vraiment très important, de capital, d'essentiel, jamais on aurait des arcs dans des pâtisseries ou même dans un parc d'enfants. Tout se ferait dans l'enceinte des deux lycées. Il suffit aussi de voir que la fameuse antipathie introductive que j'évoquais n'est au final présente que du côté de Kikyo. Le groupe d'amis de Rintaro, donc les élèves de Chidori, vont directement se montrer plus enclins à interagir avec des élèves de Kikyo. Les intrigues liées à l'opposition entre les amis de Kaoruko et ceux de Rintaro vont directement tomber à l'eau parce que les élèves de Chidori passent justement au-dessus de cette opposition bien plus facilement. C'est ce que Saka Mikami dira d'ailleurs dans une interview. Très vite, elle a voulu développer l'opposition entre les deux écoles pour rendre ça un peu plus excitant. Mais elle a abandonné car elle galérait pas mal à créer une atmosphère sombre. Et à titre personnel, je préfère un auteur qui reconnaît ses faiblesses et qui renonce à tenter un aspect où il ne se sait pas serein, qu'un auteur qui persiste dans une mauvaise idée ou un qui décide de s'auto-plagier et de refaire deux fois le même arc. D'ailleurs, si elle a renoncé à réellement développer l'opposition entre Kikyo et Chidori à cause de la nécessité d'instaurer une certaine tension dramatique, ça veut pas dire que Mikami a complètement abandonné l'idée narrative des oppositions. Elle a créé une opposition dans son œuvre, une opposition qui est au centre de son récit, une opposition qui est majeure et qui évolue pour se diluer, et une opposition entre Rintaro et Kaoruko. Une opposition qui passe par leur caractérisation, par comment ces deux personnages sont au début décrits dans l'œuvre. Tout d'abord, on va s'intéresser à leur design. Rintaro, c'est le personnage le plus grand du casting, quand Kaoruko est la plus petite. Au début de l'œuvre, Rintaro a les cheveux courts et clairs, quand Kaoruko a les cheveux longs et foncés. Et je sais que ça a l'air très con ce que je dis, mais laissez-moi finir. Leur visage. Celui de Kaoruko est designé de manière à amener l'attention particulière sur ses yeux, déjà grâce à leur taille, mais aussi avec des mèches de cheveux qui tombent sur son front, ce qui va le masquer, et donc réduire la surface de son visage. A l'inverse, les yeux de Rintaro seront bien plus fins et petits, et même, il est toujours coiffé de manière à lui laisser son front bien visible. Ensuite, leur code couleur. Par là, je parle surtout des vêtements qu'ils portent régulièrement, donc principalement leur uniforme. Rintaro a un uniforme plutôt classique, tant dans son design que dans sa couleur, mais il laissera assez souvent sa veste noire ouverte, ce qui laissera apparaître son t-shirt qui sera très souvent blanc. Et à côté, il va aussi porter très souvent un uniforme de cuisine qui sera, lui, pour le coup, complètement blanc. Et là, vous allez me dire que ça ne marche pas, hein, parce que l'uniforme de Kaoruko, l'uniforme de Kikyo, il est rose, et il aurait fallu qu'il soit noir, donc mon analyse tombe à l'eau. Quoi, pourquoi je souris? Non mais pour rien, vous inquiétez pas. En tout cas, je souris sans doute pas parce que j'ai la preuve qu'à la base, l'uniforme de Kikyo devait être noir et que Mikami a abandonné ça, ce qui fait que ça justifie pleinement l'opposition de design que j'essaie de montrer. Mais non, ce serait fou d'avoir ce genre de preuve, hein, vous en doutez. Enfin, plus sérieusement, Mikami pose en fond une vraie opposition entre ces deux protagonistes, qui est pour le coup bien plus présente et approfondie que ce qui était fait avec Kikyo et Chidori. Et on a vu que c'était instauré grâce à l'apparence des deux personnages, mais c'est surtout approfondi avec leur écriture. Rintaro et Kaoruko sont des pas complètement opposés, et là où Rintaro aura des problèmes dans une situation, la même situation sera triviale pour Kaoruko, et inversement. Par exemple, leur performance scolaire. Kaoruko, c'est une tête. C'est une élève boursière de Kikyo, donc elle est au top dans une école qui est elle-même au top. Et Rintaro, au départ, il a des difficultés. Et à l'inverse, la situation familiale de Kaoruko sera un sujet assez majeur d'intrigue pour elle, quand celle de Rintaro sera l'un de ses plus grands soutiens. Cette opposition, qu'on retrouve aussi au début de l'œuvre par le découpage de Mikami, qui aime bien séparer Kaoruko et Rintaro dans des cases, va très vite devenir une relation symbiotique, les deux personnages se poussant mutuellement vers le haut afin de progresser. Ça crée une relation qui est non seulement incroyable, mais qui surtout rayonne dans le cadre de son œuvre.
œuvre, en étant au cœur même de l'intrigue. Et c'est là qu'on voit qu'on est face à une mangaka qui maîtrise son sujet. Dans une romance, c'est la relation entre les différents personnages qui sert de motivation à l'intrigue, et une éventuelle tension dramatique passe par ça, par les rapports humains entre les personnages, par leur dynamique, par leurs échanges et leurs conversations. Impossible d'imaginer un cas où la Terre serait face à une destruction certaine ou je ne sais quoi, donc oui, tu peux pas mettre de vraies grosses tensions, en tout cas pas à la façon des mangas de baston, donc ça passe beaucoup plus par leur rapport humain. Le moteur narratif est donc ailleurs, et c'est ici la relation entre Rintaro et Kaoruko. À chaque nouvelle situation narrative, leur relation sera explorée sous un nouvel angle. Prenons par exemple l'introduction dans leur cercle d'amis proches respectifs. Pour Rintaro, Natsusawa, Yorita et Usami, et pour Kaoruko, la glorieuse Subaru Oshina qui est la reine de son œuvre, le meilleur personnage qui existe, pinacle du talent d'écriture de Saka Mikami, perfection à... Je m'en fous, c'est ma vidéo, je dis ce que je veux. C'est ici que la relation entre Rintaro et Kaoruko va vraiment s'approfondir une première fois, et Mikami fait ça extrêmement bien. En nous présentant leur ami proche, elle nous montre ses protagonistes sous un nouvel angle. Bon, dans les faits, nouvel angle, c'est au départ surtout ce qu'on sait déjà sur Kaoruko et Rintaro qui continue d'être montré. L'aspect très attentionné de Kaoruko et la relative froideur de Rintaro qui sera approfondie comme une distance sociale qu'il met en place à cause de son passé. Tout ça développe non seulement ce duo qui est au cœur de Bloom, mais dynamise en plus de ça l'intrigue, qui se verra renforcée par les ajouts successifs de ces 4 personnages. Et là on sent vraiment que Mikami est une mangaka qui sait ce qu'elle fait, et ça peut attirer l'œil sur son parcours. Bloom, c'est la première œuvre de Saka Mikami, ce qui est dans le fond plutôt logique au vu de son âge, parce qu'elle n'a que 22 ans. Avant Bloom, commencé début 2022, elle n'avait publié que 2 one-shots, Kurishiya Met Obochama en 2020 et Kurage no Uta en 2021. Donc elle, à 18 ans, elle publie des one-shots dans le magazine de l'Attaque des Titans, pendant que moi je suis bloqué en dessous des 10 000 abonnés. Surtout que vous êtes presque 65% des gens à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas à le faire, le rythme des vidéos va vraiment recommencer à augmenter. Ce que j'essaye de montrer avec le parcours de Mikami, c'est qu'on a d'un côté une mangaka hautement néophyte, et de l'autre, un manga qui a très bien compris les enjeux narratifs et structurels de son genre. Ça colle pas vraiment. Alors, peut-être que Mikami est simplement doué, ce qui est pas impossible, mais tout de même, un mangaka néophyte fera forcément des erreurs ici et là. Mais là, non! Dès le départ, on sent une grande maîtrise, et en vrai, la seule évolution réellement perceptible de Bloom, c'est son style artistique, qui va clairement s'affiner au fur et à mesure des tomes. Ce qui peut amener à penser que soit elle a beaucoup appris de son travail d'assistante sur Windbreaker, ou simplement, je l'ai dit, mais elle aurait simplement beaucoup de talent. Oui, je sais, j'ai pas d'autre angle d'analyse pour ce sujet, je pourrais vous parler des lectures d'enfance de Mikami, à savoir beaucoup de mangas de Nakayoshi, mais ça serait réduire le shoujo de la romance, et ce serait un peu n'importe quoi. Même si, en vrai, ça peut expliquer son goût pour les kara-design des personnages féminins qui donnent une grande importance aux yeux, notamment ceux de Subaru, Kaoruko et Madoka, rappelez-vous de ce que je disais dans la vidéo Uzazaki. Mais bon, on reparlera des lectures d'enfance de Mikami un peu plus tard. Sachez aussi que c'est une énorme fan de l'Attaque des Titans, justement. Voilà, c'était l'information inutile d'Amano. Alors, où j'en étais, moi? Le titre, l'opposition... Ah oui, votre vie pue la merde. Quoi? Non mais pourquoi vous regardez comme ça? Je dis votre vie pue la merde par rapport à celle de Bloom. Ce que je veux dire par là, c'est que le manga est positif. Bloom, c'est une œuvre qui est excessivement positive, qui est excessivement optimiste, qui aborde chaque problème dans le but de le résoudre. Par exemple, Rintaro est un mauvais élève. Ce problème sera réglé assez vite, ce qui va donner un élève avec des performances dans la moyenne, dont les performances scolaires ne seront peu ou plus abordées par la suite. Kaoruko est boursière, et sa situation pourrait donc dégénérer pour plein de raisons, tant sa relation avec Rintaro qu'une baisse de résultats, ce n'est jamais traité comme un souci, au pire une préoccupation à très court terme pour elle. Subaru s'oppose à la relation naissante entre Rintaro et Kaoruko, ce qui pourrait être le début d'une rivalité devient très vite une envie pure de la part de la reine de son œuvre de simplement protéger et rendre l'appareil à son ami d'enfance. Les amis de Rintaro découvrent l'existence de Kaoruko, ce qui pourrait être la source d'un conflit va simplement donner lieu à une discussion qui va encore plus souder ce groupe d'amis. Absolument chaque péripétie de Bloom est écrite et considérée avec un optimisme presque maladif, et chaque sourire qui les accompagne contribue à rendre l'atmosphère de l'œuvre encore plus agréable et douce. L'œuvre de Saka Mikami est incroyablement douce, incroyablement calme, agréable et surtout réconfortante. Le sentiment de chaleur presque perceptible qui en ressort devient presque une drogue qui donne à lui seul l'envie de continuer, et cette atmosphère tient à plusieurs choses. J'ai déjà parlé de l'écriture de Saka Mikami, qui traite de manière toujours optimiste les différentes péripéties auxquelles sont confrontés ses personnages. Mais on pourrait aussi parler de son style graphique, qui met énormément en valeur une certaine clarté, notamment via l'utilisation de certaines trames qui rendent ses planches bien plus aérées. Mais c'est pas tout. Mikami a aussi un découpage très intéressant, et pour ça, on va s'intéresser au chapitre 10 et 11 de Bloom, à savoir la discussion entre Kaoruko et Subaru dans une ère de jeu pour enfants. Et pas d'inquiétude, je vais me centrer sur le
découpage et non le scénario. Bon, déjà, faut déterminer ce qu'on entend par bon découpage. Un mauvais découpage, c'est quelque chose qui nuit à la lecture. On sent une lourdeur dans la lecture des cases, une mauvaise gestion de l'espace d'une planche, bref, c'est tout sauf agréable. Bloom n'entre clairement pas dans cette catégorie. Chaque planche est pleinement utilisée et arrive à parfaitement illustrer le message que Mikami veut mettre en place. Prenons l'exemple du début du chapitre 10, qui centre la narration autour de Subaru, en commençant par un flashback de 2 pages qui montre Kaoruko et Subaru enfants, avec Kaoruko qui va consoler Subaru. Ce flashback s'ouvre et se conclut par une succession de 2 cases, montrant dans l'ordre Kaoruko, puis Subaru. Et là où c'est intéressant, c'est que leur taille et leur importance s'inversent complètement. Au début, une Subaru en train de pleurnicher étant grand pour clairement attirer l'œil du lecteur directement, qui commencera le chapitre en voyant Subaru, cette lycéenne stoïque qui était presque traitée comme une antagoniste jusque-là, sous cet angle bien plus vulnérable. Il y avait quelques indices avant, notamment lorsqu'elle parlait avec Rintaro dans le chapitre 6, mais c'est véritablement la première fois qu'elle est présentée sous un jour aussi vulnérable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de force induit par le découpage, donc Subaru triste en grand et Kaoruko en plus petite, va complètement s'inverser en 2 pages. On voit une Kaoruko enfant en train de réconforter Subaru dans un échange qui prend place dans des cases de plus en plus petites, comme si la tristesse de Subaru prenait lentement le dessus et brouillait la perception de la conversation, avant que d'un coup, le sourire de Kaoruko illumine cette conversation et aère le découpage, qui conclura ce flashback sur des cases bien plus grandes et des bordures qui redeviennent claires, pour illustrer le retour au présent, certes, mais aussi la fin de la tristesse de Subaru. C'est ce jeu sur la construction et le découpage que fait très souvent Mikami, et qui participe grandement à rendre la lecture de Bloom d'autant plus agréable et à accentuer les idées narratives que la mangaka met en place. Par exemple, pour rester sur le chapitre 10, l'ensemble de ce chapitre est dédié à un échange entre Kaoruko et Subaru, avec une Subaru en proie à des sentiments négatifs vis-à-vis d'elle-même, un peu à la manière du flashback en début de chapitre. Et si vous faites attention, Subaru sera très souvent illustré sur un fond sombre, ou avec des trames et des traits qui vont contribuer à assombrir ses cases, quand Kaoruko sera bien plus souvent montré sur fond clair, sans aucune altération. C'est pas toujours vrai, mais ça montre une dynamique qui oppose l'obscurité de Subaru et la lumière de Kaoruko. En dehors de ça, Mikami aime aussi beaucoup dessiner l'intégralité du visage de ses personnages dans ses cases, en ne les coupant que pour se centrer sur des points très spécifiques, par exemple les yeux. Et pareil, elle aime aussi beaucoup opposer ses personnages dans des cases dans un champ contre champ, histoire de vraiment faciliter les dialogues, quelque chose où elle se sait talentueuse. Et ça, le chapitre 10 en est encore une très belle illustration. L'échange entre Kaoruko et Subaru est vraiment très fluide, quand bien même une grande partie de celui-ci est un monologue de Subaru. Cet échange montre aussi très bien l'une des thématiques majeures de Bloom, l'acceptation. Non seulement l'acceptation de soi, mais aussi l'acceptation d'autrui. Bloom fait ça en parlant de jugement, de vision de la société. Et si tout de suite on peut repenser au conflit entre Kikyo et Chidori, ce qui va vraiment aborder cette thématique, c'est leur relation entre les personnages, ce qui est pour rappel le cœur de l'œuvre. Par exemple, l'un des moteurs du début de la relation entre Rintaro et Kaoruko est justement la capacité qu'a cette dernière à passer outre la réputation d'éternel voyou de Rintaro. Mais, petit aparté, Rintaro est au départ présenté comme quelqu'un persuadé de son éternelle solitude, mais je trouve que c'est pas super bien amené. On comprend l'idée, et c'est même développé par la suite de manière rétroactive, en nous montrant comment Rintaro se comportait avant. Mais justement, ça aurait pu être vraiment mieux considéré au départ, voire même mieux présenté après, avec par exemple un running gag sur des personnes ayant peur de Rintaro, quand c'est au final peu, voire pas du tout le cas. Ou alors, en allant un peu plus loin, on aurait pu imaginer un Rintaro qui était au début vraiment un voyou, histoire de vraiment avoir le contraste entre le avant Kaoruko et le après rencontre avec Kaoruko. Dans les faits, ce qu'on a marche, mais ça aurait pu aussi beaucoup mieux marcher. Pour revenir sur le thème narratif de l'acceptation des autres et de soi-même, on va revenir sur le chapitre 10 une dernière fois, et plus spécifiquement sur cette case. Subaru a ici clairement peur du jugement de Kaoruko, de la vision qu'elle aura d'elle. Mais c'est une constante dans Bloom. Le jugement social, la vision des autres, c'est une thématique qui sera constante, et c'est logique. Je vous l'ai dit, Bloom parle surtout de la relation entre différents êtres humains, et donc d'une certaine façon de la société. Donc, logique d'intégrer là-dedans un dialogue sur le jugement et le regard des autres, même quand le focus n'est encore une fois encore pas là. Et quand je dis acceptation, je parle aussi et surtout de sa propre acceptation. Arrêter de porter tant d'importance au regard des autres, accepter son propre chemin, accepter son unicité. C'est quand on s'intéresse à cette thématique narrative bien précise qu'il devient vraiment intéressant de replonger dans le parcours de Saka Mikami, et notamment dans l'un des 2 mangas marquants pour elle qu'elle a cité dans une interview, à savoir Shugo Chara, un shoujo de Peach Pit qui a été publié au Japon sur la seconde moitié des années 2000. Un shoujo qui, justement, a comme thématique principale l'acceptation de soi-même et les jugements que les autres portent sur nous. Vous trouvez pas le lien entre ça et Bloom
évident, surtout que Shugochara est l'un des 2 seuls mangas que Mikami cite directement dans son interview. D'ailleurs, en creusant un peu plus, on peut essayer de retrouver d'autres influences qu'a eu Shugochara sur Bloom. Par exemple, ce type de case à ressort comique. J'aime beaucoup y voir le prototype de cette case de Karuko au début de Bloom, qui remplit l'exact même rôle comique. Bref, vous voyez le délire, Mikami a peut-être, probablement selon moi, été inspiré par des œuvres de son enfance, notamment Shugochara, pour aborder ces thématiques. Plein de thématiques propres à l'adolescence, et donc à Bloom, puisque le manga parle en fait du passage à l'âge adulte. Et surtout, Bloom en parle plutôt bien. L'optimisme de Mikami devient là aussi une force, car non seulement Bloom attrape le lecteur et le divertit une première fois grâce à ses protagonistes résolument bons et attachants, il le fait rester grâce à son fond, grâce à ce que Mikami aborde. Suffit de parler de l'une des plus grandes réussites de l'œuvre pour moi, Kyoko Tsumugi, la mère de Rintaro. Un personnage qui n'est censé avoir aucun rôle narratif prépondérant dans une romance adolescente, ou à la limite, un potentiel rôle d'antagoniste, par exemple qui voudrait que Rintaro se focalise sur son futur plutôt que sur Kaoruko, ou un rôle qui servirait un peu plus des scènes comiques, par exemple en rythmant des échanges avec Rintaro, voire Kaoruko et le reste de leur groupe d'amis. Et encore, servir de personnage léger parfois assez comique, ça, elle le fait. Suffit de voir comment elle refuse de croire Rintaro dès que celui-ci aborde sa réussite de ses examens, mais antagoniste, elle ne l'est absolument pas. Dans l'œuvre rayonnante qu'est Bloom, Kyoko, c'est le plus grand rayon de soleil qui puisse exister. Calme, attentionné, aimante, c'est fou d'avoir donné autant de place et d'importance à un personnage qui aurait dû être mineur. Mais non, elle est là, et elle est toujours prête à réconforter son fils pour l'aider, en traitant d'une manière très positive les nombreuses problématiques liées au passage à l'âge adulte. C'est assez rare de voir ça. Je dis pas que Bloom est un cas unique. Bien évidemment qu'il existe d'autres romances shonen adolescentes avec des adultes très importants narrativement, mais simplement, Bloom fait ça tellement bien que ça ne peut pas laisser insensible. On pourrait s'attendre à ce que l'œuvre ne tourne qu'autour de Rintaro et de Kaoruko et que leur cercle d'amis et familiaux ne soit que du décor parlant. Mais non, il y a des chapitres de l'œuvre où Rintaro et Kaoruko occupent cette fameuse place de figurant. Des arcs sur Subaru, des chapitres sur Natsusawa, sur des étudiantes de Kikyo qui voient Chidori vraiment d'un mauvais œil. Enfin, merde! Stop! Alerte spoil. Je m'apprête à parler pendant quelques instants de 3 chapitres qui sont centrés sur un personnage extrêmement mineur. Je vais en parler en détail, donc en traitant ce qu'il raconte. C'est des chapitres qui ne sont pas parus en France, qui ne seront sans doute pas adaptés dans la saison 1, donc sait-on jamais, alerte spoil. N'hésitez pas à vous rendre au timecode qui est indiqué à l'écran si vous ne voulez pas être spoilé, et sinon, tant pis, reprenons la vidéo. Mikami a fait 3 chapitres sur une figurante qui crush sur Rintaro. 3 chapitres! Et à la fin, t'as de la peine pour cette pauvre figurante qui voit Kaoruko, et qui comprend que non seulement c'est pas la protagoniste, mais qu'elle est même pas dans son propre manga. T'es juste dégoûté pour elle, alors que elle a narrativement un rôle d'antagoniste, hein. Elle aurait pu s'opposer à Rintaro et Kaoruko, mais non, t'es juste dégoûté pour elle. Et après, elle disparaît de l'intrigue et tu la revois plus jamais. Le personnage est venu, elle a posé son classique en 3 chapitres et elle s'est barrée. 3 chapitres, c'est 60 pages. C'est pas énorme pour une bande dessinée. C'est dingue de réussir à faire ça sur un personnage aussi mineur. Sauf que pour pleinement développer ça sur le long terme et surtout pleinement tirer parti de sa large galerie de personnages, Bloom a besoin de temps. Et donc, le manga est lent, et ça peut autant être une qualité qu'un problème. Reprenons les fameux 3 chapitres sur la figurante là. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. C'est inattendu, c'est bienvenu, et ça marche très bien. Mais j'imagine quelqu'un qui ne lit Bloom que pour la relation entre Kaoruko et Rintaro. Eh bah je comprends que ces quelques chapitres puissent paraître hors sujet, surtout quand le chapitre juste avant, qui finissait sur l'introduction de ce nouveau personnage, était entièrement dédié à Rintaro et à Kaoruko. Pareil quand le manga commence de plus en plus à se focaliser sur Subaru ou sur Usami, à faire des chapitres dédiés à des élèves de Kikyo, ou à donner de plus en plus de place aux parents de Rintaro et de Kaoruko. Moi encore une fois, j'aime beaucoup, j'adore ce casting de personnages, et j'aime beaucoup les voir être développés. J'adore ce que Mikami fait avec eux. Mais je reviens à ça, ce qui est beaucoup mis en avant sur les couvertures, c'est Rintaro et Kaoruko. Ce que la communication met en avant, c'est Kaoruko et Rintaro. Donc, voir la narration slalomée entre les personnages qui ne sont souvent pas Rintaro et Kaoruko, ça peut en agacer certains. Après, j'en parlerai pas plus non plus, surtout en tant que défaut, hein, parce que, comme ce que j'ai dit juste avant... Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ah si, cette multiplication de personnages peut potentiellement devenir un problème à l'avenir. Surtout lorsque l'œuvre cherchera à vraiment tout bien boucler, à se terminer. Car là, tout fonctionne en symbiose. L'avancée de l'arc scénaristique d'un tel amène au changement d'un autre. Pensez à Natsuzawa
Kagawa chez qui c'est particulièrement visible par exemple. Mais à terme, va falloir que Mikami change d'approche si elle veut tout bien conclure, car sinon, cette symbiose entre ces personnages va devenir son problème majeur, parce qu'elle devra se démerder pour réussir à globalement tout conclure en même temps. C'est pas impossible, Kaguya-sama y arrive plutôt bien, et We Never Learn trouve une solution intelligente pour contourner le problème. Donc, restera à voir ce que Mikami mettra en place. Aussi, je me demande si certains personnages auront droit à une vraie conclusion. Par exemple, qu'est-ce que tu veux conclure autour de Kyoko? Le rôle narratif de Kyoko, c'est d'être une mère, donc d'être quelqu'un qui a déjà vécu sa vie et qui assiste son fils, la nouvelle génération. Comment tu peux réussir à bien conclure ce type de personnage dans une romance? Montrer un mariage entre Kaoruko et Rintaro avec Kyoko qui sourit? Peut-être, mais ça reste aussi une grande interrogation, et surtout, ça faut pas que Mikami se foire parce que le personnage est excellent. Mais encore une fois, j'ai confiance. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à aborder? Le titre c'est fait, l'opposition, l'acceptation, la galerie des persos... Ah oui, je vais revenir sur l'optimisme, pour y amener un peu de nuance. On l'a dit, c'est l'une des très grandes qualités de Bloom, et plus que ça, c'est quelque chose qui est au cœur de sa construction. Mikami en fait même des moments de presque récompense, puisque chaque passage où un personnage abandonne ses doutes pour embrasser l'espoir est construit comme une délivrance. Cependant, c'est tout sauf quelque chose de parfait, et ça rend un peu plus compliqué le traitement narratif des thèmes un peu plus sombres qu'aborde le manga. J'en reviens à ce que je disais sur la situation initiale de Rintaro. Il manque peut-être un peu trop de noirceur pour vraiment rendre ces thèmes impactants narrativement, car là, ils ne le sont vraiment que par leur résolution. Et c'est con, parce que Mikami arrive très bien à parfaitement explorer ce côté un peu plus morose de temps en temps. Rien n'est perdu, le manga n'est pas terminé et elle peut très bien le refaire à l'avenir et aller un peu plus loin. Mais plus le temps passe, plus ça ressemble vraiment à une opportunité manquée. Dans l'ensemble, Bloom, ça reste une excellente œuvre, qui est surtout pleine de promesses parce qu'elle n'est non terminée. Cette vidéo n'est pas vraiment une analyse en profondeur, et je pense que vous le sentez parce que j'ai assez peu parlé du scénario dans les détails. J'ai essayé de rester le plus en surface possible pour ne pas spoiler et plus vous introduire à l'œuvre, surtout avec l'anime qui a commencé. En fait, non. Et qui sait, peut-être qu'on en reparlera à l'avenir une fois ses conclusions atteintes. J'en profite pour grandement remercier Floriane, une grande fan de Bloom et un peu porte-parole officieux de sa communauté, qui m'a aidé durant l'écriture de cette vidéo. Vous trouverez son compte Twitter en description, n'hésitez pas à aller la suivre. Merci aussi au passage à Nobinomi, qui a accepté de répondre à mes questions par rapport à l'édition française. C'est d'eux que je tiens l'une des grandes parties des informations que j'ai évoquées au début de la vidéo. Encore une fois, merci à eux, n'hésitez pas à lire l'édition française. Merci aussi pour votre visionnage, à très vite pour parler d'un manga avec un peu plus de tranchant et de culture internet. C'était Amano, à la prochaine.